7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. On part pour la restitution de 2 études sur la maîtrise en énergie dans les logements pilotées par l'ADEME et Synergile. La première étude permet d'identifier les différents usages et leur part dans la consommation des foyers guadeloupéens. L'autre définit le parc électroménager disponible pour une meilleure adéquation entre besoins et consommation réelle. L'occasion également de dresser le bilan des actions en cours. Regardez. Alors avec nos partenaires, l'objectif d'aujourd'hui c'est de se retrouver pour échanger autour de la thématique de la transition énergétique, notamment dans le bâtiment, au travers de la restitution de 2 études qui ont été commandées par l'ADEME, la région, l'ADEAL et EDF, qui sont le comité MDE de la maîtrise de demande en énergie. Et l'objectif c'est de réunir à la fois les entreprises, les collectivités, les institutions publiques, les organismes de recherche, afin que l'on puisse tous échanger et partager sur ces thématiques au travers de la restitution des études qui met en avant des points clés pour avancer vers des logements plus éco-responsables au sein de la Guadeloupe. C'est une étude qui porte sur le bâtiment durable, donc bien évidemment nos adhérents sont fortement impactés et surtout concernés par le sujet, puisque notre métier c'est de construire. Et donc avec cette étude, nous verrons de quelle manière nous allons nous aligner en fait sur les résultats de celle-ci, de ceci, et puis également voir comment on peut, avec les résultats de ces études-là, mettre en œuvre la charte que nous avons signée lors de le président de la fédération a signé lors des salons du BTP. En tant que membre du comité MDE, donc maîtrise de la demande en énergie, EDF étudie les usages et les pratiques des Guadeloupéens, notamment en termes d'équipement et en termes de consommation. Et le but est de pouvoir accompagner des nouvelles actions. Donc, dans le futur, comme aujourd'hui, on accompagne par exemple les brasseurs d'air, la climatisation, l'isolation, etc. L'ADEME a financé cette étude afin d'une part d'identifier les postes de consommation dans les logements neufs, dans les logements actuels. En fait, l'idée, c'est étant donné que nous faisons partie du comité de MDE et l'objectif est de compenser en fait les consommations, de réduire les consommations. Donc nous définissons les actions qui nous permettent d'avoir vraiment un impact sur la consommation du territoire, et ces 2 études nous permettent d'affiner nos connaissances sur ce qui consomme réellement dans le logement et également de savoir si les politiques MDE mises en place fonctionnent. Donc avec la première étude ADEME 50, on identifie l'ensemble des postes de consommation et leur part dans la consommation du foyer. Et la deuxième étude nous permet de savoir quel est le parc électroménager disponible, de sorte que les actions qu'on va mettre en œuvre soient en adéquation avec notre territoire et aux besoins réels. Un reportage de Charlie Dagonia. Et la malnutrition, elle peut entraîner de nombreuses maladies, dont la perte de la vue, la cécité. C'est en ce sens que la Banque alimentaire a organisé l'opération Lunettes pour tous. À cette occasion, les usagers de la Banque alimentaire ont eu droit à un examen de la vue. Regardez. Pour nous, c'est de répondre à un besoin qui, pour nous, est exceptionnel, parce qu'on intervient essentiellement dans le domaine de l'alimentation, mais c'est de proposer un autre service à nos partenaires et donc à nos bénéficiaires. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est vraiment en fait d'accompagner en fait une population de personnes relativement vulnérables, pour ne pas dire extrêmement vulnérables, sur des sujets en fait qui nous tiennent à cœur en permanence dans nos métiers au quotidien, les sujets de la mutuelle, la couverture santé, et on sait à quel point en fait avoir une bonne vue c'est important, et des problématiques qui aujourd'hui viennent toucher en fait les bénéficiaires, notamment de la banque alimentaire, ça nous tient à cœur. Donc en fait, on a déjà eu à monter ce type d'opération en 2019. Et donc on a souhaité depuis le Covid remettre en place, ça a été un petit peu difficile. Et là, 2024, on est là aujourd'hui et voilà, comme vous voyez, avec un de nos partenaires, Lunettes pour tous, on est au soutien en fait d'associations comme la Banque alimentaire
qui sont là pour leurs bénéficiaires. J'ai répondu à cette initiative. À Désirade, on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir des rendez-vous assez tôt. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de profiter justement de l'occasion pour participer à cette initiative. On fait toute action préventive en faveur de la santé et du gaspillage alimentaire. Donc effectivement, on connaît beaucoup la banque alimentaire pour les collectes que l'on fait par rapport à l'aide alimentaire, mais on ne fait pas que ça. On fait des ateliers cuisine pour accompagner la distribution, on fait des ateliers budget, on met en place toutes les actions qui permettent aux familles de mieux manger, de moins se gaspiller, d'être mieux. Quand on prend un rendez-vous chez un ophtalmo, il faut compter à peu près entre 3 semaines et 3 mois. Donc là, le délai était assez court pour le rendez-vous. Donc je trouve que c'est intéressant. Ouais, une bonne initiative. C'était assez tranquille, c'était agréable, ils sont tous sympathiques, donc voilà. Idéalement, en fait, on va chercher effectivement à cadencer ça en termes de fréquence, puisqu'on a effectivement un panel de compagnies d'assurance qui sont nos partenaires et avec lesquels en fait on a des possibilités, en fait, des leviers d'action. Et il faut juste maintenant qu'on articule tout cela pour que ça puisse arriver de façon plus fréquente. Donc on peut très bien imaginer que ça puisse être renouvelé chaque année. Et suite à un accident lors du rallye Karukéra 2010, le duo Pardo-Veit-Ilingon a explosé. Une séparation qui donnera lieu à 14 ans de procédure entre les deux amis. Pour rappel, il s'agissait quand même de très graves accidents et Bruno Veit-Ilingon a fini tétraplégique. Et si la Cour d'appel de Fort-de-France reconnaît effectivement Frédéric Pardo comme responsable de l'accident, ce dernier refuse d'être traité de coupable comme cela a été le cas sur d'autres médias. On fait le point avec son avocat qui porte quelques précisions. D'Epsi, beaucoup de propos diffamatoires, et j'ai donc jugé utile dans l'intérêt de M. Pardo de faire en quelque sorte un droit de réponse, c'est-à-dire de remettre l'église au milieu du village, comme m'a dit un journaliste il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire d'expliquer quelle est la réalité juridique et judiciaire qui n'a rien à voir avec ce qui se raconte. En substance, Frédéric Pardo est enchanté de la décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Fort-de-France, parce que c'est nous qui avons mis en cause l'assureur qui est aujourd'hui condamné à indemniser M. Bruno Veit-Ilingon, qui, je le rappelle, est son ami et son copilote. Et que leur aventure initiale, c'était une aventure d'amis. Donc, il y a eu une espèce de, de Pardo-bashing, alors que c'est extrêmement simple. On est face à un accident de la circulation, une circulation spéciale. C'est pas un accident de la route, c'est un accident dans une manifestation sportive. Et en fait, il y a deux volets. Il y a une responsabilité civile de plein droit, sans faute. Il n'y a aucune faute. Je mets quiconque au défi de relever une faute civile à l'encontre de M. Pardo. Celui qui écrira ça ou qui dira ça aura une action en diffamation. Celui qui écrira qu'il est coupable aura une action en diffamation, et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'une part, il est effectivement civilement responsable. Ça permet que l'assureur de la manifestation, l'assureur de la ZAG, de la responsabilité civile de la ZAG, soit condamné à indemniser. Et ça, c'est ce que souhaite Frédéric Pardo pour son ami. Donc c'est très bien. Et ça, on va aller vers ça sereinement. En revanche, il y a un volet pénal qui est un volet totalement superficiel, organisé et voulu par des gens qui se reconnaîtront. Et là, ce volet pénal, il est totalement tu. Personne n'en parle. Alors que moi, j'ai sous les yeux un arrêt de la Chambre de l'instruction qui a dit clairement qu'il n'y a aucune infraction pénale, qu'il n'y a aucune faute pénale de Frédéric Pardo, que ce soit des coups et blessures, de fautes, tout ce que vous voulez, tout a été balayé. Toute l'argumentation de mon confrère adverse a été balayée. Aujourd'hui, cet arrêt, qui est un arrêt récent, c'est un arrêt du 29 juin 2023, il dit quoi? Il dit que Frédéric Pardo bénéficie d'un non-lieu total. Pendant des années, j'ai discuté avec Camille Veit-Ilingon, monsieur Camille Veit-Ilingon, qui est un homme extrêmement courtois. Chacun a fait son travail. Il a subi quelque chose qui est tragique. Ce qui est arrivé à Bruno Veit-Ilingon, c'est tragique pour un père de famille. Donc moi, je comprends la douleur et je ne veux pas qu'on utilise la douleur pour faire du spectacle. La réalité aujourd'hui, c'est que Bruno Veit-Ilingon a été vraiment, vraiment gravement blessé dans le cadre d'un accident de la route et qu'il doit être indemnisé et que tous ceux qui doivent l'être également, c'est-à-dire sa famille, ses parents.
Voilà. Donc j'ai une pensée pour eux. C'est d'abord et avant tout à eux que je pense. Et je sais que Frédéric Pardo, qui me l'a confié, pense beaucoup à eux. Parce que finalement, on a organisé un spectacle autour de tout ça, alors que c'est un simple accident avec une nécessité d'indemnisation. Et elle aura lieu. Et on part maintenant pour la présentation du Traditour 2024 qui se tiendra du 6 au 13 juillet prochain. On a voulu rassembler autour de nous tous les acteurs du Traditour 2024. À la fois les acteurs, les équipiers, les équipages, les patrons, tous ceux qui sont sur les canaux, mais également tous ceux qui participent à l'organisation de cette belle manifestation. Et encore mieux, les partenaires, ceux qui, grâce à leur contribution financière, logistique, les villes, les EPCI, les partenaires privés, sont ceux qui permettent que la manifestation existe. Et on est particulièrement heureux de voir que ceux-là ont répondu présent, évidemment avec une petite pointe de chauvinisme, on va dire, mais juste une petite pointe de chauvinisme, avec le maire de la ville de Sainte-Anne et son élu adjoint à la culture qui nous accueille pour un final qui sera, j'espère, exceptionnel à Sainte-Anne. Donc, on essaie de convaincre tout un peuple d'adhérer à notre cause, à la cause maritime. Le maire que je suis et mon conseil municipal, je suis ravi et heureux d'avoir cette belle manifestation. Alors, c'est vrai que le Guadeloupéen maintenant est intégré au nautisme, à la mer, nos jeunes et surtout les femmes, parce que j'ai vu parmi ces 40 équipages, il y a pratiquement une douzaine de femmes au sein de cette belle flotte que nous aurons entre le 6 et le 13 juillet prochain. On innove avec un parcours nocturne sur le MAT, puisqu'on a de beaux partenariats cette année. On va passer un peu aussi vers l'ère du numérique. Vous allez avoir des animations donc nocturnes et on mettra aussi un peu numérique avec des animations en 3D. Et surtout, une invitation encore plus particulière et plus étudiée d'une offre qu'on proposera donc au tout public afin de venir vivre la course carrément au cœur de l'événement sur les catamarans avec un joli partenariat également qui permettra donc de venir au cœur de l'événement. Se réapproprier la mer, c'est important puisque c'est vrai qu'on dit que les Guadeloupéens ont souvent tourné le dos à la mer. Et bien le travail qui est fait, c'est un travail obligatoire, un travail extrêmement important, un travail exceptionnel. Et nous félicitons vraiment les organisateurs, toutes celles et tous ceux qui ont porté leur contribution à la conception, à la réalisation et à la réussite, bien évidemment, de toutes ces manifestations. Et on enchaîne avec la célébration du Grand Gosier Basket. La municipalité a tenu à féliciter ce club sportif qui fait rayonner le territoire. Regardez. On a voulu honorer le Grand Gosier Basket pour sa performance extraordinaire cette année dans la saison 2023-2024. Les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, ils ont été fantastiques. Et nous, au niveau de la ville du Gosier, ils ont fait la ville du Gosier rayonner et nous tenons à les féliciter, à les mettre à l'honneur. Notamment les dirigeants, le président Tintin, tous les supporters, les parents. En fait, c'est une grande famille, le GGB, et c'est la force du GGB, justement, parce qu'autour des jeunes, il y a vraiment tout un groupe de personnes engagées qui veulent que les jeunes réussissent et arrivent à des résultats. Et donc, on voit les conséquences lorsqu'il y a un travail fait, il y a une entente, il y a une camaraderie, et le club rejaillit et le Gosier en même temps rejaillit. C'est une satisfaction aussi d'être reconnu aussi par ses pairs, chose qui a été faite aujourd'hui concernant la municipalité du Gosier. L'autre satisfaction, c'est d'un président de club qui est vraiment satisfait par rapport aux différents résultats que la plupart de ces catégories ont remporté dans le championnat guadeloupéen. C'est une bonne reconnaissance aussi pour nous. Et ce qui nous manquait, c'était aussi une salle fermée pour les tout-petits, pour le mini-basket. Chose qu'on a pu avoir un petit peu avec la municipalité du Gosier concernant le palais. Il faudrait qu'on investisse un petit peu plus, on va dire, le palais des sports de temps en temps aussi pour nos catégories seniors. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous a manqué pas mal de fois là, pendant la saison. Mais déjà pour les jeunes, je pense que le maire a parlé de couverture de Belle Plaine, un terrain flambant neuf, on va dire, extérieur, qu'ils viennent de faire.
Donc s'ils couvrent ce terrain, je pense qu'on aura gagné aussi quelque chose de conséquent pour nos jeunes pour les entraînements. Nous avons effectivement promis au GGB des conditions meilleures en matière d'infrastructure, notamment en ce moment, le terrain n'a pas de couverture et nous sommes engagés à faire rapidement une couverture pour les jeunes du GGB qui effectivement, lors des entraînements, lorsqu'il y a des temps difficiles, la pluie, souvent ils sont mouillés, il y a du soleil et donc nous tenons compte de tout cela et nous voulons les récompenser et pouvoir qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. La ville du Gosier a voulu honorer le club, les bénévoles et les joueurs. J'ai reçu de la part de la Fédération française de basket le label 3 étoiles. Et pour moi, c'était un moment important où tous les joueurs étaient présents, d'offrir ce moment, de partager ce moment avec les joueurs, les parents et la ville du Gosier. Et notez effectivement, puisque la nouvelle vient de tomber, que le tribunal administratif annule l'élection de Liliane Montout en qualité de maire du Gosier. Vous vous rappelez effectivement que lors de l'élection, 2 bulletins en faveur de Guy Baclé avaient été annulés. Et donc on était arrivé sur un score de 17 à 16. Et effectivement, le tribunal a donc tranché et dit que l'un des bulletins qui avait donc un point d'exclamation et qui avait été invalidé dit que l'ajout d'un point d'exclamation à la suite du prénom du candidat choisi sur un bulletin de vote manuscrit ainsi que le fait d'avoir souligné ce prénom ne constitue pas des signes de reconnaissance permettant d'identifier l'électeur ayant émis ce vote. La réintégration de ce bulletin en faveur de M. Guy Baclé au décompte des suffrages exprimés a pour conséquence de le regarder comme ayant obtenu 17 suffrages exprimés, soit une égalité parfaite avec Mme Liliane Montout. Et en l'absence de majorité absolue des suffrages exprimés pour aucun des candidats, eh bien, le tribunal a décidé tout simplement d'annuler l'élection donc de Liliane Montout en sa qualité de maire du Gosier. Et la ville de Lamentin, elle, clôture sa programmation d'activités en cette année olympique. Et effectivement, les petits ont passé leur journée autour d'activités physiques. Ils ont aussi été récompensés pour leur performance. Regardez. Aujourd'hui, c'est la dernière journée, c'est l'apothéose d'un projet en fait qui, dans le cadre de l'année olympique, a permis de déployer des professeurs de sport dans les écoles. Donc notre objectif, c'était de proposer plus de sport aux enfants durant cette année olympique et de faire en sorte que les enfants apprennent à aimer le sport, aient le goût du sport et les valeurs du sport. Il y aura du multisport, donc du football, il y aura du rameur, il y aura du tir à l'arc, il y aura tout un prix d'activités auxquelles ils sont tout à fait habitués. Et aujourd'hui, c'est le jour de décerner les médailles et puis des trophées pour les groupes, les meilleurs en tout cas. L'idée, c'est vraiment l'héritage après les Jeux. C'est là-dessus on travaille beaucoup. Donc c'est replacer aussi le sport comme une priorité dans la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. On a besoin, pour des questions de santé, pour des questions de bien-être mental, que davantage de personnes fassent du sport et moi j'encourage toutes les communes à mettre en place ce type d'action. Le maire, José Sapotille, a privilégié tout ce qui est sport dans sa ville, parce que nous savons que Lamentin est une terre de champions. Pas oublier, nous avons de grands sportifs qui sont sortis de chez nous. Donc nous mettons l'accent sur le développement du sport. D'ailleurs, nous avons un service des sports qui est bien organisé et qui prend part à toutes les activités sportives. Et d'ailleurs, durant les vacances d'été, nous mettons en place des CLSH en rapport avec le sport. Le sport est très présent à la ville de Lamentin. On a été sélectionné par le rectorat et la DRAGES sur notre projet pour partir donc, aux Jeux paralympiques. Les élèves ont été ravis et très excités quand je leur ai annoncé qu'ils avaient été sélectionnés. Donc on va partir une semaine. On va aller sur 4 épreuves olympiques, donc dans des lieux emblématiques, Stade de France, Roland-Garros, Versailles. Donc je suis ravie d'en faire partie et mes élèves et leurs parents aussi. C'est vraiment une chance incroyable. Pour les 14 jeunes et les 2 enseignants qui vont participer aux Jeux paralympiques du collège, parce qu'on en a 350 en tout sur la Guadeloupe, c'est beaucoup d'excitation, c'est des jeunes qui préparent ça depuis maintenant plusieurs mois, quelques années. Et donc je pense que ce sera une formidable expérience pour eux.
Les Jeux paralympiques sont des fois peu connus, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir faire connaître nos sportifs paralympiques qui représentent beaucoup de valeurs. Donc je pense que c'est une très belle expérience et on espère qu'en rentrant demain en Guadeloupe, ils vont pouvoir partager leur expérience auprès de tous leurs camarades scolaires dans l'établissement. Petit focus maintenant sur le tech-ball, une discipline sportive qui allie le rythme rapide du tennis et l'habilité du football. Un match de tech-ball se joue au milieu des 3 ou en fait au bout de 3 ou 5 sets. Chaque set est joué jusqu'à ce qu'un joueur d'une équipe atteigne les 20 points. Chaque joueur par équipe a 2 tentatives pour réussir un service. Enfin, beaucoup de règles. Regardez. C'est un concept qui est basé sur une table de ping-pong incurvée, enfin qui s'apparente à une table de ping-pong incurvée, qui a la particularité d'être pluridisciplinaire. Nous avons 5 sports, 5 dérivés de sports olympiques dessus. Le football, le handball, le volleyball, le tennis et le tennis de table. Nous avons décidé de ne pas genrer les pratiques pour favoriser la mixité, de ne pas mettre de catégorie d'âge également pour favoriser l'intergénérationnalité. Et le design de la table permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer avec des personnes valides sans faire de différence. C'est avec un grand plaisir que nous recevons cette équipe. C'est un concept qui est nouveau pour nous, nous découvrons. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien, les enfants adorent. Je pense que c'est un concept qui englobe pas mal de sports, comme vous voyez, le tennis, le hand, le ballon, voilà. Ce matin, on a fait du tech-ball, on a fait du tennis aussi. En fait, c'était pas vraiment du tennis, mais c'était une sorte de tennis. Après, on a fait du football. On a fait aussi le jeu où il faut cogner la balle sur la table. Si tu cognes bas, c'est que tu es éliminé. Ils sont contents, ils ont apprécié. Comme vous le voyez, ils ne sont même pas prêts à partir. Normalement, ils doivent retourner en cours. Il y a eu aussi un quiz avec ceux qui étaient dans l'attente parce qu'ils sont quand même 79 élèves ce matin. Il y a un vrai projet à long-termiste pour faire en sorte de remettre les gens en mouvement, pour faire en sorte de créer une forme de ligue avec des compétitions, mais aussi et surtout de l'insertion par le sport. Parce que notre objectif, c'est qu'une fois que ces équipements seront implantés partout dans les espaces publics, dans les écoles, les collèges, les lycées, que cette nouvelle génération puisse grandir avec et puisse se rendre compte qu'autour de cette table, en gros, on arrive à mettre tout le monde. Moi, j'ai bien aimé et j'aimerais bien recommencer une autre fois. Et ce que j'aime avec le sport, c'est que ça te fait transpirer et en même temps aussi, ça te fait garder une bonne santé. On a d'autres collectivités qui nous ont manifesté leur souhait de nous accueillir, donc on est en train de voir si les coms d'agglo peuvent financer un second tour qui se fera en fin d'année pour les villes qui n'ont pas pu nous accueillir. Et derrière, on mettra en place tout le projet avec l'implantation des équipements qui sont financés à 100%, les programmes de formation dans les quartiers et tout ce qui s'ensuit. Un reportage de Solène Fèvre. Et avant de se quitter, je vous propose de découvrir le clip des élèves du collège des Roches Gravées à Trois-Rivières autour du harcèlement scolaire. Regardez. L'heure tourne un jour depuis sa passé à me battre contre ces larmes qui veulent couler. Je n'en veux plus de cette angoisse, je ne sais plus où est ma place. Alors une vie normale, sans méchanceté, sans mal. À quel moment la fin de ce calvaire? Il est pas là? Absent. Allô? Bonsoir madame, c'est la scolaire de Roches Gravées de Trois-Rivières. Je vous rappelle, je suis en train de vérifier les absences et je constate que votre fille ne s'est pas présentée ce matin. Absent? Non, je l'ai déposé ce matin. Ok, j'arrive. Pourquoi pas si tu crois? Pourquoi tant de violence?
Quand je pense à tout ça, j'ai envie d'abandonner. Juste partir pour tout laisser. Tous ces mots sur mes mots que je n'arrive à exprimer. Je suis oppressé, caricaturé. Et moi, je meurs dans le noir de trouver l'espoir. C'est le cri de cœur, un appel à l'aide. Aujourd'hui c'est moi, demain ça peut être toi. Toi, 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 toi. Patience, patience, persévérant, pour les hommes et conscience. Attendu, pour les enfants perdus. O-News Radio sur outremernews.fr.